Les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs. Talibé, voilà, on va essayer donc de chambouler un peu l'ordre, parce que ça vient d'arriver. Cette lettre réponse du président Macron au FNDC. Oui, c'est une lettre réponse, en tout cas rédigée au nom du chef de cabinet de la présidence de la République française, M. Brice Blondel. Donc, une lettre adressée à Maître William Bourdon, avocat du FNDC. Une lettre qui répond justement à une lettre à un courrier que ces avocats avaient adressé au président Emmanuel Macron le 13 octobre dernier. Ouais. Et en objet, cette lettre du 13 octobre adressée à Emmanuel Macron était ainsi libellée en objet: demande de suspension de la coopération militaire avec la Guinée dans un contexte de grave atteinte aux droits de l'homme en Guinée. Ouais. Alors, dans cette lettre, donc, réponse de l'Élysée à ses avocats du FNDC, il est dit: le président de la République a bien reçu la correspondance que vous lui avez adressée conjointement avec Maître Vincent Brentgard, c'est l'autre avocat du FNDC, Ouais. avocat au barreau de Paris, et en qualité de conseil des membres du Front National de défense de la Constitution. Attentif à votre demande, le chef de l'État m'a confié le soin de vous en remercier et de vous assurer qu'il a bien pris connaissance de vos observations relatives à la coopération bilatérale entre la France et la Guinée. Il précise que le président Emmanuel Macron est particulièrement attaché au continent africain. Ouais. Et plus loin, il indique qu'à cet égard, donc au regard de l'attachement du président français au continent africain, vous pouvez être certain que le chef de l'État est déterminé à défendre les droits de l'homme et les libertés fondamentales dans un dialogue soutenu et exigeant auprès de l'ensemble de nos interlocuteurs, y compris les autorités guinéennes. C'est le rôle de la France que de s'engager sur ces questions, et il s'agit là d'un axe essentiel de notre politique étrangère. Et il assure Aboubacar que dans ce contexte, je n'ai pas manqué, donc le directeur de cabinet, le chef de cabinet de l'Élysée, je n'ai pas manqué de transmettre votre intervention, c'est-à-dire le courrier des avocats du FNDC dénonçant la coopération militaire, parce que le FNDC, ses avocats estiment que cette coopération militaire, les apports dont bénéficient les services de sécurité, de défense et de sécurité de notre pays de la part de la France, contribuent à la répression contre les militants pro-démocratie en Guinée. Donc le chef de cabinet de l'Élysée dit donc: dans ce contexte, je n'ai pas manqué de transmettre votre intervention à Madame Catherine Colonna, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, et Monsieur Sébastien Lecornu, ministre des Armées, afin qu'ils en prennent connaissance. Donc, comme pour dire que la lettre des avocats du FNDC, elle est bien parvenue à l'Élysée, que le président français assure qu'il faut compter sur lui pour continuer à défendre les droits de l'homme et à se montrer exigeant vis-à-vis de leurs interlocuteurs, y compris les autorités guinéennes. Donc cette lettre du FNDC, en tout cas cette lettre de l'Élysée, date du 18 novembre dernier. Mais est-ce que on peut s'attendre à ce que le président Macron aille jusqu'à, en tout cas, geler cette coopération avec la Guinée, cette coopération militaire qui porte pour l'instant sur les renseignements, les services de renseignement guinéens? Oui, justement, il avait été, vous vous rappelez, ça fait l'objet d'un débat, et le ministre des Affaires étrangères a été obligé à un moment de faire une sortie, Dr Maurice Sandan, pour recadrer les choses, parce que certains allaient jusqu'à dire que l'armée française était déployée. Aller masser des troupes le long de la frontière entre la Guinée et le Mali. Ce dont il est question, c'est que à l'époque, on faisait comprendre que cette coopération se poursuivait, mais strictement dans le cadre de la formation en tout cas des forces élites guinéennes, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, mais que cette coopération se poursuivait également strictement dans le cadre d'échanges de renseignements par rapport à la lutte contre le terrorisme. Oui, Mamadou Dian. Ouais, c'est le nouveau paradigme français depuis que Macron est là, et le fait de coopérer avec les pays subsahariens dans le domaine du renseignement et de la formation pour changer un peu ce parapluie militaro-politique de la France qui était là, qui protégeait des régimes
africains contre les soubresauts internes, entre autres. Maintenant, Macron, je crois que depuis qu'il est président, comment dirais-je, il est confronté à ce qu'on appelle la réalité, la réelle politique. Parce qu'aujourd'hui, quand tu prends ce qui se passe au Rwanda, le président rwandais, par exemple, c'est quelqu'un que Macron considère comme un modèle, tout comme le premier ministre Abiy Ahmed de l'Éthiopie. On accepte qu'il soit, on appelle cela l'autocratie développementale, quoi. Donc, ces gens, malgré tout ce qu'ils font comme répression, ils sont adoubés par la France. Donc, pour ce qui concerne aujourd'hui la Guinée, c'est bien beau, il faut saluer l'effort que fait le FNDC, puisque la lettre est arrivée à l'Élysée. Il y a une réponse, mais ça m'étonnerait que la France puisse rompre un peu cette coopération dans le domaine des renseignements et de la formation. Cela y va pour sa propre sécurité. Si la Guinée aujourd'hui est envahie par, on ne le souhaite pas, des hordes terroristes, mais ça pourrait se répercuter sur la sécurité des Français, non seulement vivant en Guinée, mais aussi de l'autre côté du territoire français. Akoumba, on parle de Charles White qui, à peine revenu de l'Europe, a fait suspendre 3 magistrats. Oui, Aboubacar, monsieur Charles White, comme on l'aime, il a pris des décisions allant dans le sens de la suspension des différents magistrats. Première décision portant suspension des magistrats de la Cour d'appel de Conakry. Il s'agit des magistrats Madame Oumou Hawa Doucouré, présidente de la 2e chambre civile économique et administrative, de Madame Idjatou Bari, conseillère à la Cour d'appel de Conakry, de Monsieur Sekou Kaba, conseiller à la Cour d'appel de Conakry, pour les motifs, c'est-à-dire la constitution de motifs, Monsieur le ministre Charles White évoque que les magistrats dont les noms et prénoms suivent sont suspendus de leurs fonctions pour insuffisance professionnelle. Insuffisance professionnelle constitutive de faute disciplinaire devant le Conseil supérieur de la magistrature. Alors, insuffisance professionnelle, on peut tout mettre dedans, puisque nous sommes des profanes du droit, mais on a essayé de glaner pour savoir quel est le motif ou quels sont les éléments qu'on pourrait mettre dans le carton qui s'appelle insuffisance professionnelle. Nous avons appris que dans le sillage de son communiqué du 14 novembre 2022 qui dénonçait le fait que des magistrats se permettaient de poursuivre des diplomates en territoire et des institutions. Nous avons appris que leur suspension serait liée à un dossier concernant le programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, qui aurait été jugé et condamné d'abord en première instance, puis décision confirmée en appel. Il semble que... Pour une affaire de 18 millions, et finalement qui est passé à plus de 600 millions. Oui, on pense qu'il y a eu quand même anguille sous roche. Et puis, monsieur le ministre de la Justice, puisqu'il ne s'exprime pas sur le sujet, nous avons essayé de glaner ça et là pour savoir vraiment quels sont les éléments constitutifs de cette suspension. Et c'est dans ce cadre que je parle de cet élément concernant le programme des Nations Unies pour le développement, une institution protégée par une convention, la Convention des Nations Unies sur les relations diplomatiques, mais aussi en partie, puisque certains parmi eux sont des ambassadeurs, protégés donc par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Alors, il y a eu une autre décision de suspension d'un magistrat de l'administration un agent de l'administration pénitentiaire. L'administration pénitentiaire. Donc, monsieur le ministre de la Justice dit en son article premier, l'article premier de sa décision, que monsieur Ousmane Keita, agent pénitentiaire en service au tribunal de première instance de Dixine, est suspendu de ses fonctions pour faute lourde. Là, nous n'avons pas pu certainement entrer en contact avec certaines pour savoir pourquoi cette suspension, mais
ça ne sera que partie remise. Mais Aboubakar, plusieurs professionnels du droit travaillant au ministère de la Justice pensent que la cour d'appel de Conakry et de Kankan aussi ne fonctionne pas. Il est accusé à cette cour d'appel de n'avoir pas pu organiser des assises depuis trop longtemps et une lenteur inexplicable dans l'évacuation des dossiers. Il semble qu'il y a des prisonniers qui restent pendant très longtemps en prison sans être jugés, soit en appel pour régler ça. Parce que, comme vous devez le savoir, la cour d'appel de Kankan couvre la région administrative de Kankan et de Zérékoré. C'est des zones très conflictogènes, c'est des zones minières et c'est des zones aussi où il y a des conflits. Donc, quand les tribunaux de première instance vident les dossiers et qu'il y ait un appel, et la Guinée forestière. Oui, la Haute-Guinée et la Guinée forestière. C'est pour ça que je parlais. Il y a des régions administratives de Kankan. C'est différent de... d'accord, c'est différent de la Guinée forestière. Et de la Haute-Guinée. Peut-être que je suis comme ces magistrats qui ont fait une insuffisance professionnelle. Oh là là, pas du tout. Pardon. Bien. Pardon. Donc voilà un peu, la cour d'appel de Kankan est mise en cause. Mais c'est prévu qu'on scinde, hein. C'est prévu une cour d'appel. Il a annoncé hier que son objectif c'est qu'il y ait deux autres cours d'appel, notamment... Zérékoré en a besoin. Notamment pour Kindia aussi. J'aimerais finir par dire que je commets cette faute de différenciation entre les régions administratives que j'ai citées et la Guinée forestière et la Haute-Guinée, parce que la subdivision de la Guinée de 1920 est fausse. Bien. Mohamed, Charles White qui refait parler de lui, aussitôt revenu, vous l'avez même suivi, vous l'avez suivi ou pas à la télévision hier, était le premier, comme cela avait été prévu d'ailleurs dans la programmation établie à cet effet, était le premier à se livrer à cet exercice de reddition des comptes sur l'exercice budgétaire 2022. Mais j'avoue qu'il avait véritablement du mal il a ferraille dure avec les chiffres. Oui, mais il sera pas. Il a ferraille dure avec les chiffres. Il ne sera pas seul dans ce domaine parce que les ministres ne maîtrisent pas les chiffres. Non, mais j'ai vu un Charles White, mais à la peine avec les chiffres. Oui, mais c'est extrêmement compliqué. Avec la loi de finances initiale, la loi de finances rectificative, c'est très très compliqué, franchement. Aboubakar, il est convalescent. Bien. Alors, c'est que moi je me pose juste. Et ça n'a pas été facile pour nos confrères de l'interview. Comme à son habitude. Bien sûr. Très très compliqué de l'interviewer. C'est que j'ai envie de dire que Charles White. C'est le genre journalistique le plus difficile. Bien. Charles White a encore eu la main lourde, mais je me pose une série de questions. Est-ce que, avant de sanctionner un magistrat, il ne faudrait pas demander d'abord l'avis du Conseil supérieur de la magistrature? Ça, c'est la première question. Et la seconde question, est-ce que la sanction de ces magistrats doit être rendue publique? Beaucoup de magistrats ont été sanctionnés à un moment, mais les noms n'ont jamais été rendus officiels. Pourquoi aujourd'hui cette nouveauté? Je me pose des questions. Charles White, procureur général d'alors, avait été sanctionné par son ministre de tutelle, Alain Koné. Vous savez tout ce que cela a créé comme problème aujourd'hui dans le pays de Guinée. Donc je pense que cette décision, si elle n'a pas eu l'avis du Conseil supérieur de la magistrature, il faudra vraiment revoir cette décision. Est-ce que la sanction devait être rendue publique? Je crois que le ministre de la Justice doit revoir toute cette situation. Parce que dans le milieu judiciaire, ça commence déjà à ronronner que la procédure n'a pas été respectée. Bien, allez-y, Basseko, sur ces mesures prises par le garde des Sceaux. Non, d'abord, il faut quand même se réjouir qu'aujourd'hui, on a un ministre de la Justice qui est arrivé, qui essaie un peu de mettre de l'ordre dans le fonctionnement de notre appareil judiciaire. Parce que... qui ne mégote pas ni avec l'indiscipline, ni avec le manque de professionnalisme. Parce qu'il y a beaucoup de magistrats dans ce pays, on sait, dans beaucoup de procédures et biens qui ne sont pas tout à fait blancs, qui développent des complicités, notamment dans certains dossiers. Et lorsque vous violez la loi, bien, il faut qu'il y ait quand même un ministre qui vous rappelle à l'ordre. Mais ce que Kaba dit, c'est vraiment important. Je ne crois pas que toutes les sanctions administratives qui sont prises par le ministre Charles White concernant certains magistrats doivent être mises à la disposition de la presse. Il y a des sanctions administratives en réalité qui n'ont pas besoin d'être divulguées dans la presse. Ce sont des problèmes qui peuvent se régler à l'interne puisque ce sont des procédures. Et puis l'autre chose également que Kaba a évoqué, c'est important, avant de sanctionner un magistrat, est-ce que d'abord ce magistrat ne doit pas passer devant le Conseil supérieur de la magistrature? Donc il y a autant de questions qu'il faut se poser. C'est bien de sanctionner, de prendre des dispositions pour que certains magistrats peut-être qui violeraient peut-être des lois soient rappelés à l'ordre. Mais il y a
des actes, à mon avis, qui doivent être posés, mais que ça soit fait à l'interne, que ce ne soit pas des actes qui soient mis à la disposition de... Parce que ça peut heurter la sensibilité, notamment de ces avocats. Mais notamment j'apprenais que les deux dames qui étaient sanctionnées, qui sont des conseillers à la Cour d'appel, qui étaient suspendues, mais ce sont des vieilles personnes. Oui, qui sont conseillers à la Cour d'appel de Conakry. Quand elles voient leur image traîner comme ça sur la place publique, ça peut leur porter, ça peut porter un coup dur à leur santé. Oui, mais même à leur image. C'est pour cela que je dis que les décisions de Charles Rouet, si on n'a pas besoin de les rendre publiques, honnêtement, il faut gérer ça à l'interne. Voilà, il faut gérer ça à l'interne. Allez-y, Mamadouri, pour en terminer. Je comprends bien l'esprit de la Convention des Nations Unies sur les relations internationales et la diplomatie qui assure une certaine immunité, n'est-ce pas, judiciaire au bénéfice des acteurs de la diplomatie ou des institutions comme le PNUD. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que cette convention ne prend pas en compte des réalités locales. Qu'est-ce qu'on fait d'une structure internationale qui est sur place, qui engage un contrat avec une entité locale, qui lui rend des services, qui lui fait des prestations, et que cette institution ne paye pas. Et donc, tu fais bien de poser la question. Cette entité locale a le droit de se plaindre devant la juridiction du pays pour drainer devant cette justice, cette institution. Il n'y a pas longtemps, je parlais du cas de l'ONU Habitat, qui est aussi une institution qu'on peut qualifier d'internationale, qui est en Guinée, qui fait travailler des gens et qui ne paye pas. Notamment des médias. Et donc, j'ai dit ça ici, un média légalement constitué en Guinée, entreprise guinéenne, qui a travaillé pour l'ONU Habitat, à qui il doit une dizaine de millions et qui ne paye pas depuis près de 2 ans. Qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse? Elle va porter plainte, puisque c'est une entité, aussi cette institution. Mais alors, si on ne peut pas la poursuivre, je parle de l'entité donc de cette institution-là, vous voulez dire que cette entreprise locale va mourir de sa belle mort pour ne pas avoir reçu la contrepartie de sa prestation rendue à cette institution. Donc, il y a un problème là. Il y a un problème qu'il faut résoudre au lieu de tomber à bras raccourcis. J'imagine que c'est peut-être le même cas avec le PNUD. Qu'est-ce que le PNUD presque le même cas. Si le PNUD a été drainé devant la justice, pourquoi? Il faut chercher à savoir. Parce que là, encore Mamadouri, que c'est le PNUD qui a été condamné à la fois en première instance et en appel. Ben voilà. Donc c'est le même cas, par exemple, que cette institution ONU Habitat. Et ma foi, moi, je suis retenu par mon responsable. Sinon, j'aurais entamé les mêmes démarches parce que 2 ans de crédit impayé pour une institution internationale, mais c'est pas une bonne, c'est pas une bonne image. C'est pas une bonne image pour une telle institution. Voilà. La suite.